Bonjour à tous, de retour sur le plateau de l'édition spéciale de la rédaction de Bâti Actu depuis les Assises nationales du logement et de la ville qui se tiennent ce 25 juin à la Cité universitaire de Paris. L'actualité, c'est évidemment la crise du logement et on va continuer à en parler avec notre nouvel invité, ancien ministre du Logement dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy de 2009 à 2012, maire de Châlons-en-Champagne depuis 2014, donc réélu en 2020, ancien président du directoire d'Inly entre 2017 et 2022, et aujourd'hui président d'Emerige. C'est donc un spécialiste du logement que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonjour Benoît Apparu. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va dresser votre portrait au travers de 5 photos qu'on a jugées représentatives de votre parcours. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Voilà, donc je commence avec la première photo, une photo de vous, ministre du Logement. J'étais jeune. Vous étiez jeune, mais vous l'êtes toujours. Je voulais vous demander comment vit-on ce poste de ministre du Logement au quotidien? Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience, de votre passage à ce ministère? Une fonction ministérielle, c'est toujours un passage extraordinaire. C'est un passage extraordinaire parce que c'est une grande fierté, c'est une vraie capacité d'action, c'est un boulot génial parce que c'est le summum de l'intérêt général. Donc c'est une fonction pleine, entière, passionnante. C'est une fonction complexe parce que le ministère du Logement a un atypisme. C'est probablement l'un des seuls secteurs d'activité économique en France à avoir son propre ministère. C'est vrai. Il n'y a pas de ministère de l'automobile. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de ministère de la chimie. Ouais. Il y a un ministère de l'agriculture, Ouais. mais qui est effectivement avec agriculture, services et industrie, l'un des 3 grands secteurs d'activité. Mais c'est très rare d'avoir ça. Ouais. Et ça rend les choses plus complexes parce que dans la perception des gens, et souvent de façon critique, on nous dit le ministère du Logement n'a pas de pouvoir, c'est Bercy qui a le pouvoir. C'est logique. Ouais. Parce que c'est Bercy qui gère l'ensemble de l'économie française et l'ensemble de la fiscalité française. C'est un refrain qu'on a beaucoup Or, du entendu coup, ces derniers bien sûr, mois mais c'est encore. normal. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas avoir chaque ministère qui a sa propre fiscalité, sa propre politique fiscale, ni chaque ministère qui a sa propre politique économique. Il faut bien avoir une vue d'ensemble. Et donc, il y a une espèce de malentendu, me semble-t-il, entre le ministère d'un côté du logement et la profession de l'autre, parce qu'effectivement, les professionnels s'adressent au ministère du Logement comme si le ministère du Logement avait toutes les manettes. Il ne les a pas, mais je précise, c'est normal qu'il ne les ait pas, parce que c'est normal que ce soit Bercy qui ait la manette économique et fiscale. Il n'en demeure pas moins que c'est un super boulot, Ouais. que c'est génial et que c'est passionnant et que... Vous avez adoré occuper ce poste. On a tendance en France à vouloir, et c'est classique, tout négativer. Ouais. Tout n'est pas bien, tout est nul, tout Ouais, est machin, c'est très tout est français, bidule. effectivement, ouais. C'est un schéma assez classique par rapport à ça. Bon. Et pire encore, les politiques, c'est affreux. Ouais. Je suis aujourd'hui dans le privé, j'adore ce que je fais dans le privé, mais j'ai adoré ce que j'ai fait dans le milieu public et politique. Et là encore, je le répète, un ministère, c'est effectivement une vraie capacité d'action. C'est difficile, mais c'est une vraie capacité d'action. D'accord. Deuxième photo, celle d'un chantier de construction. Alors je l'ai dit en introduction, vous êtes aujourd'hui donc à la tête d'Emerige, un promoteur qui propose tout un tas de programmes résidentiels, tertiaires, des commerces. Comment vous abordez la crise du logement, la chute de la construction neuve? Dans le secteur de l'immobilier, Ouais. on a plusieurs secteurs. Il y a le secteur du bureau, Ouais. le secteur plus large du tertiaire, le secteur du résidentiel. Et ces différents marchés réagissent de façon très différente. On a probablement une évolution structurelle du bureau. Depuis Flex la Office, crise du Covid, le télétravail, tout ça. peut-être même un peu avant. Ah oui. Le développement du Flex Office génère un besoin de mètres carrés inférieur. Le développement du télétravail génère lui aussi un besoin moindre de mètres carrés de bureau. Et donc vous avez potentiellement une démographie du besoin de bureau qui est plus faible. Et vous avez eu parallèlement à ça une production de bureaux relativement importante. Donc il y a peut-être une équation qui est durablement complexe dans le monde du bureau. Probablement. Là, typiquement à la Défense, il y a des tours qui ont du mal à se remplir aujourd'hui. Typiquement, vous avez effectivement un taux de vacances, qui est un taux de vacances record dans le bureau en Ile-de-France, record depuis 30 ans. Donc vous avez effectivement une inadéquation entre l'offre et la demande du côté du bureau, un marché sur-offreur, une demande plus faible. C'est exactement l'inverse sur le plan du logement. Ouais. Vous avez
une offre qui est faible et une demande qui est très forte. Et donc une capacité à relancer, à repartir, qui est beaucoup plus rapide. Ça, c'est les événements, entre guillemets, un peu structurels. Puis vous avez effectivement des éléments plus conjoncturels. Et les éléments conjoncturels, c'est notamment l'explosion des taux d'intérêt ces dernières années, qui désolvabilise la clientèle. Et quand vous avez un acheteur qui ne peut plus acheter, ben vous avez un pépin. Pour être concret, avant la guerre en Ukraine, qui, je le rappelle, génère l'inflation et les taux d'intérêt, avant la guerre en Ukraine, quand un particulier voulait acheter un logement avec un emprunt de 25 ans pour acheter un bien qui vaut 200 000 euros, son coût de crédit, c'était 250 000. Avec les taux d'intérêt à 4, pour le même logement qui vaut 200 000, pour les mêmes 25 ans, ça devient 350 000. 100 000 de plus. 100 000 de plus. Ce qui veut dire que vos mensualités explosent. Et donc, vous désolvabilisez une partie de la clientèle. Donc, la crise que nous avons aujourd'hui, c'est une crise de solvabilité de la demande. Il y a une demande qui est forte, mais elle n'est pas solvable. Elle n'est pas solvable parce qu'on a une inadéquation entre les coûts de production, et notamment les coûts de foncier, et ce que peuvent payer les gens. Et ça, à réguler, c'est excessivement complexe, parce que ça fait 30 ans qu'on court après la montée des prix. On a pu solvabiliser la clientèle avec des taux d'intérêt historiquement bas, avec des conditions de crédit historiquement bas, avec des aides de solvabilisation de l'État. Ces trois éléments sont terminés. Il faut revenir, entre guillemets, à ce qu'on appelle les fondamentaux, mais qui sont excessivement complexes à traiter. La variable principale d'ajustement, c'est le prix du foncier. Si on veut durablement baisser les coûts de l'immobilier pour resolvabiliser la clientèle, il faut avoir des prix de foncier qui permettent de solvabiliser les clients. C'est sur le foncier que ça se joue. Troisième photo, un accessoire que vous connaissez bien, l'écharpe de maire. On va s'attarder cette fois sur votre mandat d'élu local. On entend souvent l'expression de maire bâtisseur. Est-ce que vous vous considérez comme un maire bâtisseur? Non. Non. D'accord. Non, pour une raison très simple, mais qui illustre parfaitement la diversité du territoire français. J'exerce professionnellement à Paris, en Ile-de-France et sur la Côte d'Azur. Donc dans des territoires ultra tendus, qui sont des territoires en progression démographique. Quand je suis en progression démographique, ça veut dire que j'ai plus d'habitants. Si j'ai plus d'habitants, j'ai besoin de plus de mètres carrés de théâtre, d'écoles, de crèches ou de logements. Moi, je suis maire d'une commune qui s'appelle Châlons-en-Champagne, qui est en régression démographique. C'est dans le Grand Est, et une grande partie du Grand Est, sous les coups de la désindustrialisation, a depuis 30 ans une régression démographique. Châlons est dans la fameuse diagonale du vide. C'est exactement ça. Et donc, nous perdons les habitants. Châlons, en 1975, c'est 55 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 44 000 habitants. Donc, j'ai moins d'habitants. Ce qui veut dire que j'ai évidemment moins besoin de mètres carrés puisque je n'ai pas ces habitants. Le résultat, et il est super important à analyser, il est sous-analysé en France, c'est que quand j'ai un prix du mètre carré à 15 000 balles, à 14 000 balles du mètre carré à Paris intramuros, chez moi à Châlons-en-Champagne, je suis à 1 400 ou à 1 500 euros du mètre carré. Donc les modèles n'ont strictement rien à voir. Pas comparable, Et donc effectivement, comme j'ai beaucoup de vacances, j'ai moins besoin de produire. Et donc, je ne dois pas être un maire bâtisseur. Les maires d'Île-de-France doivent être des maires bâtisseurs. Mais dans les communes à régression démographique, il faut évidemment bâtir, parce que vous avez besoin de renouveler une partie du marché, évidemment. Mais il ne faut pas surproduire, parce que si là encore vous jouez du mauvais côté sur l'offre et la demande, si j'ai une demande faible et une offre forte, je vais en continuer à écraser les prix. Mais surtout, il y a une deuxième conséquence qui est absolument structurante dans les analyses que nous devons avoir sur le plan des politiques économiques globales. Prenons l'infirmière ou le jeune prof. À Châlons comme à Paris, il gagne 2000 balles par mois. À Châlons, pour se loger sur un 50 mètres carrés, il va trouver un loyer à 450 €. À Paris, à 1500 €. D'un côté, c'est une classe moyenne qui vit correctement. De l'autre côté, c'est du lumpen prolétariat, qui est obligé de s'expatrier à 50 bornes pour pouvoir bien vivre. Les prix de l'immobilier, en locatif ou en accession, sont tellement divergents, une échelle tellement forte sur le territoire,
canaliser ce qu'on appelle une classe moyenne sur un territoire ou sur un autre n'a strictement rien à Ça voir. veut rien dire en fonction Or, de là nous où ne on est. savons pas prendre en compte ces différences-là. Les SMIC sont les mêmes, les APL sont les mêmes, etc., etc. Tous les fondamentaux sont à peu près les mêmes. Mais quand vous avez des variables de prix comme celle-là, c'est impossible, très complexe de mener des politiques globales quand vous avez des différences de territoire aussi extraordinaires. Donc il faudrait limite des politiques régionales, quoi, régionalisées. Non, parce que, Non, attention, on va faire un SMIC régional. Le SMIC à Châlons, on ne sera je pas le parlais même. pour le logement, effectivement. Peut-être pas pour le... Voilà, donc, mais du coup, ouais. c'est quand même une problématique d'abord et avant tout économique, parce que le prix de l'immobilier, c'est d'abord et avant tout une valeur économique Ouais. et une valeur de pouvoir d'achat. Avec la 4e photo, on va aborder un sujet qui vous concerne en tant que maire et promoteur, le zéro artificialisation nette des sols, le ZAN. Ici, on a donc une friche. Comment concilier l'objectif de loger tout le monde, puisqu'aujourd'hui, visiblement, il manque des logements, avec l'application de cette nouvelle contrainte réglementaire qui est aussi destinée à protéger l'environnement, la biodiversité, ce qui est aussi important à l'heure actuelle. Alors, il y a, sur le plan planétaire, dans les enjeux des 50 ans qui viennent, 2 enjeux qui me paraissent structurants. L'enjeu climatique, l'enjeu démographique. La planète va prendre 3 milliards d'habitants. Et cette pression démographique génère évidemment une pression climatique. Les deux sont intimement liés. Et les deux sont évidemment très étroitement liés. Si on en revient à la situation franco-française et au ZAN, le ZAN est une extraordinaire politique pour les 40 ans ou 50 ans qui viennent. C'est probablement la décision environnementale la plus importante qui a été prise ces dernières années. Donc vous ne trouvez pas que c'est un frein? Une Je pense que sur le opportunité? très long terme, c'est Ouais. génial. Ouais. Le problème, c'est qu'à appliquer demain matin en vie quotidienne, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe. Ouais. Et on touche là du doigt cette extraordinaire contradiction qu'on a entre la vie quotidienne et le très long terme. L'un est souvent en totale contradiction avec l'autre. Et si on ne prend pas la décision du ZAN maintenant, parce qu'au quotidien, il ne faut pas le faire parce que c'est compliqué, on ne la prendra jamais. Parce que ce sera toujours compliqué au quotidien. Le ZAN va nous amener à transformer profondément notre pensée de la ville. Depuis 3000 ans, 2000 ans, 1000 ans, 500 ans, 300 ans, 100 ans, la ville s'est construite, l'humanité s'est organisée sur le plan horizontal. C'est normal, nous sommes des bipèdes qui marchons sur Terre. Et donc on vit à l'horizontale. Et donc on s'est développé en grignotant à l'horizontale et en élargissant la tâche de l'urbanisation. Le ZAN veut stopper ça. Ouais. Mais ça veut donc dire qu'il va falloir apprendre à travailler en vertical, Voilà, en hauteur. à mieux utiliser les sous-sols, à mieux maximiser l'utilisation du peu de sol qui nous reste, et puis, effectivement, à travailler sur la hauteur. La hauteur, ce n'est pas les tours. Mais si vous faites non plus du R+3, mais du R+6, vous faites 2 fois plus de logements. Vous n'êtes pas obligé de monter à 40 étages, hein. Mais si vous passez du R+3 au R+6, vous faites 2 fois plus de logements avec la même utilisation de mètres carrés de foncier. Première grande évolution. La deuxième conséquence qu'on a, c'est qu'il va falloir arrêter de travailler sur ce qu'on avait appelé des fonciers neufs et travailler sur des fonciers d'occasion. L'histoire de la promotion immobilière, de tous les actes de la construction, en tant que maire ou en tant que promoteur, c'est de travailler sur un foncier neuf. Je prends un terrain vierge et je construis dessus. C'est ça l'étalement urbain. Eh bien, il faut qu'on arrête de construire sur un terrain neuf, il faut qu'on travaille sur un bâtiment d'occasion. Il faut changer de logiciel, quoi. Il faut changer de logiciel. Ça fait beaucoup de logiciels à changer. Oui. Parce qu'il faut passer du plat au vertical et il faut passer du neuf à l'ancien. Et quand on dit passer du neuf à l'ancien, c'est même passer du triple neuf au triple occasion. Nos métiers, c'est de construire sur un terrain neuf, un bâtiment neuf avec des matériaux neufs. Ben demain, le changement climatique doit nous conduire à travailler sur des terrains d'occasion, en réutilisant un bâtiment d'occasion et si possible avec des matériaux de réemploi d'occasion. Bon, c'est challengeant aussi pour un, C'est super passionnant. Pour un acteur comme, super passionnant. Comme le vôtre. Pour terminer sur une note un peu plus légère, parce que vous ne gardez pas toujours les pieds sur terre, hein, en préparant cet entretien, j'ai appris que vous viviez sur une péniche. Quels sont selon vous les charmes et peut-être aussi les défauts, vous allez nous dire s'il y en a, de ce type d'habitat? Alors, les charmes, c'est la quiétude. Ouais. On parle souvent de la quiétude du verre.
Le vert apaise. Ouais. Ben, l'eau aussi. Le bleu aussi. Et quand on a et du bleu, alors en l'occurrence sur la Seine, c'est quand même Oui, plutôt oui, du vert. c'est pas trop bleu mais en ce moment. c'est du marron, c'est pas du très bleu, mais l'eau apaise. Ouais. La verdure apaise. Et donc quand on est environné des deux, Ouais. c'est effectivement une qualité de vie extraordinaire. Deux, ça coûte beaucoup moins cher. Aussi, ouais. Ça coûte beaucoup moins cher parce que vous n'êtes pas propriétaire du foncier. Ouais. En fait, habiter sur une péniche, c'est quasiment l'ancêtre du BRS, de la dissociation entre le foncier et le bâti. Mais y a pas Je une suis redevance propriétaire, à verser bien pour- sûr, Ah oui, mais c'est voilà. comme l'OFS. Ouais. D'accord. Je suis propriétaire du bâti, Ouais. mais je ne suis pas propriétaire du sol, D'accord. de l'eau en l'occurrence, Ouais. et je paye une redevance, un loyer pour le sol. Et donc, pour l'instant, ça fait quelques années que j'habite sur une péniche, et je n'ai pas encore trouvé de défaut. Ok. Il n'y en a peut-être pas. Il n'y en a peut-être pas. Un grand merci Benoît Apparu de vous être prêté au jeu de l'interview portrait en 5 photos. Je rappelle que vous êtes président d'Emerige, encore merci. Et merci à vous de nous suivre. On se retrouve très vite pour de nouveaux décryptages de l'actualité. Merci.